Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant. L'objectif, c'est de comprendre exactement comment nos petites habitudes du quotidien, nos modes de vie à nous tous, dictent littéralement les stratégies des plus grandes entreprises. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'entreprise qui façonne la société, c'est bel et bien la société qui impose son rythme aux entreprises. On l'a tous fait, non? Bosser sur son ordi portable, confortablement installé sur le canapé, prendre un abonnement en ligne plutôt que d'acheter un objet physique, ou même ressentir cette fameuse fatigue face à l'avalanche constante de notifications. Au premier abord, on pourrait se dire que ce sont juste des choix personnels ou des petites modes passagères, mais la réalité est tout autre. Ce sont de véritables contraintes structurelles. Ces comportements de masse forcent carrément les organisations à s'adapter, sous peine de tout simplement disparaître. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette citation qui résume parfaitement notre thèse. Les organisations ne choisissent pas librement leur stratégie. C'est fou quand on y pense, non? On imagine souvent les grands patrons enfermés dans d'immenses salles de réunion, en train d'élaborer des plans secrets totalement déconnectés du monde réel. Mais en fait, ils passent le plus clair de leur temps à réagir. Ils subissent des contraintes dictées par nos propres changements de comportement, que ce soit dans notre travail, notre façon de consommer ou nos loisirs. Alors, pour bien comprendre tout ça, voici notre plan d'attaque. On va d'abord explorer le nouveau rapport au travail. Ensuite, on verra comment ça réinvente les espaces et le management. Après ça, cap sur la révolution de la consommation, puis on abordera les défis de notre vie ultra connectée avant de synthétiser le tout dans un grand modèle d'adaptation globale. On commence tout de suite avec la partie 1, le nouveau rapport au travail ou la recherche de flexibilité et de sens. Avant, c'était plutôt simple. Le monde professionnel reposait sur un modèle super stable, très hiérarchisé, et surtout centré sur un lieu unique, le bureau ou l'usine. Mais aujourd'hui, les attentes ont complètement explosé. On veut de la flexibilité dans nos horaires, on veut pouvoir travailler d'où on veut, on cherche un vrai sens dans ce qu'on fait, et surtout un bon équilibre entre vie pro et vie perso. Et attention, ce n'est pas juste un caprice à la marge, c'est une mutation tellement puissante que même des boîtes de l'industrie lourde ont dû intégrer le télétravail pour rester attractives. Pas par idéologie, mais juste parce que sans ça, il est devenu impossible de recruter ou de garder ses talents. Passons à la partie 2, les espaces et le management réinventé. Le grand passage du contrôle à la confiance. Cette évolution des mentalités, elle crée un effet domino spectaculaire sur les locaux même des entreprises. Le bureau triste où on vient juste s'asseoir pour produire à la chaîne, c'est fini. Le bureau se métamorphose en un véritable lieu d'expérience. Les entreprises investissent massivement dans des espaces modulables, pensés pour créer des interactions informelles, booster la créativité de l'équipe et encourager la coopération. Le travail n'est plus enchaîné à un bureau fixe. Les tâches individuelles se font très bien à distance, ce qui transforme le siège de l'entreprise en un point de rencontre et de socialisation. Et ça illustre brillamment le changement de posture du management. Le vieux modèle basé sur la subordination stricte et la surveillance de chaque instant, on l'oublie. Le nouveau modèle, c'est la confiance, la responsabilisation et la coordination. Le manager d'aujourd'hui, ce n'est plus un surveillant de cours de récré, c'est un facilitateur. De toute façon, avec le travail à distance, contrôler physiquement les gens, c'est devenu impossible. Du coup, il faut piloter par objectif. Et ça demande des compétences managériales totalement inédites. Ce qui nous amène à la partie 3, la révolution de la consommation et l'adaptation aux nouveaux modèles économiques. Parce que si notre façon de bosser a changé, notre façon de consommer a muté de façon encore plus complexe. Prenons les plateformes d'intermédiation, ces fameux outils numériques qui connectent directement l'offre et la demande en un clic. Elles sont redoutables, elles cassent les coûts et rendent les prix hyper transparents. Et pour les entreprises traditionnelles, c'est un vrai casse-tête stratégique. Est-ce qu'on s'intègre à ces plateformes au risque de perdre sa relation client ou est-ce qu'on essaie de lutter en créant ses propres canaux? Et puis, il y a l'économie de fonctionnalité. Là, le modèle bascule carrément. On ne vend plus vraiment la possession de l'objet, on vend son utilisation. Le client paie pour le service rendu. Et ça change tout pour l'entreprise. Son job ne s'arrête plus au moment de la vente, elle doit gérer la maintenance sur le long terme, suivre l'utilisation et optimiser ses ressources en permanence. En parallèle, on a l'économie collaborative qui vient totalement rebattre les cartes. L'échange direct entre particuliers, via des applis, ça crée une concurrence complètement atypique, avec des structures de coûts qui n'ont rien à voir avec les modèles classiques. Pour survivre face à ça, les acteurs traditionnels sont obligés de s'aligner, soit en lançant leurs propres offres collaboratives, soit en misant à fond sur la sécurité et la qualité premium pour se démarquer. Et on doit absolument parler de la consommation responsable. Les acheteurs décortiquent de plus en plus de critères avant de sortir la carte bleue. L'impact environnemental, les conditions de production, l'éthique de la marque. D'un point de vue purement stratégique, c'est devenu une exigence incontournable du marché. Une entreprise qui ne joue pas le jeu de la transparence aujourd'hui s'expose à voir son image de marque s'effondrer en un clin d'œil. Partie 4. La vie connectée et le grand défi de l'hyperconnectivité. Avec tout ce numérique, on est plongé dans l'hyperconnectivité. C'est génial, ça réduit les distances et rend tout immédiat, mais ça brouille totalement les frontières entre le boulot et la vie privée. Regardez ce tableau, le contraste est frappant. D'un côté, on exige une disponibilité de tous les instants et des réponses ultra rapides.
Mais de l'autre, les risques explosent. Surcharge cognitive, perte de concentration, stress. L'entreprise est littéralement prise en étau. Elle doit utiliser le numérique pour rester compétitive, tout en gérant la fatigue que ça génère chez ses collaborateurs. C'est exactement pour ça que la régulation est devenue vitale. Les entreprises sont obligées d'encadrer tout ça. Ça veut dire faire respecter le fameux droit à la déconnexion, limiter les mails à pas d'heure et créer des chartes internes pour le numérique. S'adapter aux nouveaux modes de vie, oui, mais pas au détriment de la santé mentale. Protéger les équipes, c'est tout simplement indispensable pour maintenir la performance de la boîte à long terme. On termine avec notre partie 5, le cadre d'adaptation globale pour décoder cet effet domino. Alors, le point crucial pour synthétiser tout ce qu'on vient de voir, c'est cette logique imparable en 4 étapes. Étape 1, la cause. Une transformation sociétale apparaît, comme la montée du numérique. Étape 2, le mécanisme. Ça crée une nouvelle attente chez nous, genre vouloir bosser de chez soi. Étape 3, l'adaptation. L'entreprise n'a pas le choix, elle répond en développant le télétravail et en changeant ses bureaux. Et enfin, étape 4, la conséquence. Ça impacte directement sa productivité et sa capacité à attirer des talents. C'est un cycle d'adaptation permanent. Pour conclure, regardons un peu vers l'avenir, vers 2024-2025. L'intelligence artificielle est en train de s'accaparer la relation client, le marché de la seconde main explose et les attentes écologiques sont plus fortes que jamais. Vu que les entreprises sont structurellement dépendantes de nos modes de vie, on peut légitimement se poser la question. À quoi va ressembler la prochaine grande adaptation forcée ? Comment ces organisations vont-elles encore devoir muter pour répondre à nos exigences de demain ? C'est le grand défi qui les attend. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour la suite.